Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Les Français dorment de moins en moins longtemps, de moins en moins bien, pour en comprendre les raisons et puis pour s'interroger sur notre actualité, puisque j'imagine que vous êtes en train de vous réveiller ou alors que vous avez essayé de vous endormir cette nuit et puis une insomnie vous a empêché de mener à bien ce projet. Eh bien, nous sommes tout d'abord avec notre camarade, vous le connaissez, le neurologue Lionel Nakache. Bonjour Lionel. Bonjour Guillaume. Comme vous êtes un invité aujourd'hui, je vais citer votre livre, Le cinéma intérieur, chez Odile Jacob. Vous travaillez à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et au bout du couloir à gauche, eh bien, il y a Isabelle Arnulf. Bonjour. Vous êtes également neurologue, mais vous êtes chef du service des pathologies du sommeil. On vous doit une fenêtre sur les rêves, neurologie et pathologie du sommeil, paru également chez Odile Jacob. Isabelle Arnulf, est-ce qu'on sait aujourd'hui ce qu'est le sommeil ? Est-ce qu'il est possible de définir ce phénomène qui parfois nous visite ? Oui, évidemment, le corps est immobile, on est relaxé sur le plan musculaire, la respiration est calme, régulière. Le cerveau réagit moins aux stimuli extérieurs, au bruit, et en même temps, il se ralentit au niveau de son activité. Ce ralentissement s'accompagne d'un approfondissement progressif, avec de moins en moins de réactions, et en même temps d'un travail cérébral qui est différent. C'est un travail intérieur qui se coupe du monde, en fait, et ce travail est vaste et découvert de plus en plus tous les jours, avec la consolidation de la mémoire, la digestion des émotions négatives, toutes sortes d'associations qu'on ne ferait pas en journée, qui se font la nuit. Donc, contrairement à ce qu'on pensait avant, où c'était un état de retrait et peut-être de repos général du corps et du cerveau, c'est un état de travail différent du cerveau. Et c'est un état indispensable, Lionel Nakache. Oui, absolument. Et en plus, à partir du moment où on réalise qu'on passe à environ un tiers de notre existence dans cet état un peu mystérieux, un peu la face cachée de notre vie, puisqu'on n'en a pas des souvenirs très précis, on n'est sans doute pas conscient en permanence, du coup, dans le sommeil, eh bien, du point de vue médical, neurologique, et c'est là aussi qu'il y a des interactions entre nous, très souvent, on est poussé à interroger les patients qui vont nous consulter pour autre chose que le sommeil, sur la qualité de leur sommeil. C'est-à-dire que le sommeil, l'interrogation, l'observation, le questionnement sur la structure, le fonctionnement du sommeil d'un patient va souvent vous ouvrir des fenêtres très riches. Par exemple, alors moi, contrairement à Isabelle qui est vraiment l'expert du sommeil, moi je suis spécialisé en neuropsychologie. Donc la plupart des patients qui viennent me voir les vendredis en consultation viennent me voir en général pour un symptôme d'entrée cognitive, par exemple une plainte de mémoire. Et évidemment, lorsque je vais explorer le fonctionnement de leur mémoire, il y a toute une catégorie de patients, heureusement, dont les troubles de mémoire ne sont pas en rapport avec, par exemple, une maladie d'Alzheimer débutante ou autre, mais avec un trouble du sommeil qui va empêcher certains des mécanismes qu'Isabelle évoquait à l'instant, de la consolidation de nos souvenirs. Vous voyez, donc, et là, ça permet à la fois de poser un diagnostic, de trouver un traitement efficace, et plus généralement que ça, c'est très important d'interroger et d'observer le sommeil. Pourquoi, durant cette période particulière de notre activité, Isabelle Arnulf, le sommeil, un certain nombre de phénomènes se déroulent, comme par exemple la consolidation de la mémoire, comme des mécanismes cognitifs différents, mais bien présents? Il paraît difficile pour le cerveau et pour le corps de tout faire en même temps. Donc, avoir des moments, en particulier la nuit, où l'être humain n'est pas très performant, il voit pas très bien, il va pas très bien chasser quand il est chasseur-cueilleur. Avoir des moments où on peut se mettre en retrait du monde et fabriquer par exemple un petit peu comme une maison qui réparait ses murs, qui fabriquerait des réserves comme le glycogène par exemple, ou qui en profiterait pour reposer certains organes comme par exemple les muscles à ce moment-là, est utile. Et il semble que d'avoir placé ces moments de repos sur des moments où l'homme n'est pas très performant, a rendu l'homme plus performant en journée. Donc il y a une... on ne peut pas en permanence récupérer. Il faut bien qu'il y ait des moments où on puisse le faire de façon non dangereuse et efficace. Alors, on comprend donc mieux ce qu'est le sommeil, et on comprend pourquoi on dort. Est-ce que vous comprenez, Isabelle Arnulf, pourquoi on ne dort pas, pourquoi on dort mal, pourquoi tout d'abord des personnes souffrent d'insomnie? L'insomnie, c'est effectivement le trouble du sommeil le plus fréquent. C'est à peu près en chronique 10% de la population, plus les femmes que les hommes. On le conceptualise plutôt comme un hyper-éveil.
plutôt qu'un déficit de sommeil. C'est-à-dire que pour démarrer le sommeil, il faut mettre au repos un certain nombre de ruminations, de problèmes, de douleurs, etc. Si ça se réalise pas, les gens vont être trop réveillés et curieusement, à un moment, il n'y aura pas de compensation. Normalement, si vous et moi, on dort 2 heures de moins, on va redormir plus la nuit suivante ou faire une sieste. Cet état d'hyper-éveil va mettre les personnes dans un état intermédiaire. Dans la journée, ils sont pour autant pas mieux réveillés, un drôle d'état. Et dans la nuit, les phases d'éveil ne sont pas agréables, avec des ruminations. Donc on est plutôt sur une phase d'hyper-éveil. C'est pas la maladie du sommeil la plus fréquente, si c'est la plus fréquente, mais il y en a d'autres qu'on connaît mieux et qu'on comprend mieux actuellement. Il y a des gens qui dorment trop, qui vont avoir du mal à se réveiller le matin. Des personnes il y a aussi 10% de la population qui a des accès de sommeil dans la journée ou qui est trop somnolent. Ah, donc c'est la somnolence dans la journée. Dans la journée, mais il y a aussi de l'excès de sommeil. Il y a des personnes qui dorment plus de 11 heures, il y a des personnes qui s'endorment en parlant, en marchant. Et là, on se rend compte l'importance de ce que c'est qu'un bon éveil dans la journée. Et il y a évidemment une grande part des laboratoires de sommeil travaillent sur l'apnée du sommeil, qui est un problème respiratoire nocturne qui engendre de la somnolence dans la journée. Et puis il y a des personnes qui s'agitent dans leur sommeil et qui peuvent se blesser et blesser leur conjoint. Tout le monde connaît les somnambules, mais il y a toutes sortes d'autres pathologies autour de cela. Lionel Nakache. Oui, un autre aspect, c'est qu'effectivement, comme dans la journée, dans la période de veille, on est en interaction avec plein de choses, donc c'est difficile en fait de contrôler ce qui se passe en nous parce que le scénario de notre vie est en permanence bouleversé par plein de facteurs non prévus. Alors que, comme le disait Isabelle, en fait, pendant la nuit, d'une manière, c'est quasiment un état expérimental dans lequel le sujet est un peu laissé à l'abandon. Et donc, observer ce qui se passe dans notre corps et dans notre cerveau, d'une certaine manière, c'est plus simple en réalité, dès lors qu'on utilise, on va dire, les sciences contemporaines du sommeil, c'est-à-dire qu'on ne se limite pas à l'observation du comportement. Et si vous visitez le laboratoire d'Isabelle, mais un patient qui vient dormir, passer une nuit de sommeil, il va être filmé avec des caméras infrarouges, comme ça on verra dans l'obscurité exactement s'il bouge ou pas, etc., ses mouvements respiratoires, ventilatoires. Mais on pourra également rentrer dans l'activité de son cerveau en enregistrant l'électroencéphalogramme et d'autres choses. Et donc pour moi, c'est un état cet état de relatif isolement, va permettre de disséquer la structure du sommeil et de voir comment l'organisme fonctionne. C'est pour ça que de manière générale, évidemment, ça nous passionne, nous, le sommeil et la neurologie, mais au-delà d'intersection neurologie, psychiatrie, sommeil, on pourrait dire que c'est une fenêtre d'observation de la santé de l'individu en général, d'une certaine manière peut-être plus simple que la vie, l'état de veille consciente où on est en permanence animé de mouvements, de pensées, d'interactions avec beaucoup de choses. De la santé, ça veut dire que si on dort mal, on a plus de chances d'être malade, ou si on dort mal, eh bien on a précisément cette pathologie, parce que dormir mal, c'est en soi déjà une souffrance. Je dirais qu'il y a les deux, en fait, en réalité les deux. C'est-à-dire que, par exemple, une des grandes découvertes du sommeil, c'est qu'alors que cet état semble assez monolithique, quand on parle de quelqu'un, on ne dit pas « il dort en sommeil profond », on dit « il dort ». Et une des premières très grandes découvertes, on peut dire les sciences modernes du sommeil, c'est la découverte que derrière cet état monolithique, il y a un ensemble de stades différents qu'on sait dans les laboratoires comme ceux d'Isabelle reconnaître, identifier, et on peut associer chacun de ces stades avec des fonctions différentes. Isabelle Arnulf. Alors, effectivement, il y a des conséquences au mauvais sommeil ou au sommeil restreint. La plus évidente, c'est que ça retentit sur le corps. Donc on voit bien que c'est un des 3 piliers de la santé, évidemment, avec l'alimentation et l'exercice. Par exemple, une personne qui dort moins parce qu'elle se lève tôt ou parce qu'elle réduit ses temps de sommeil va avoir beaucoup plus de risques de prendre du poids, d'avoir de l'hypertension, de développer du diabète et de se défendre moins bien contre les infections. Donc il y a vraiment un effet corporel, physique, du manque de sommeil. Et puis elle va avoir un certain nombre de problèmes cognitifs, comme les évoquait Lionel, de difficultés à mieux mémoriser, d'irritabilité, de difficultés à gérer les émotions, à interpréter la vie relationnelle. Et donc tout ça, en miroir, nous donne une partie des grandes fonctions du sommeil. Ça veut dire quoi, mal dormir ? Mal dormir, ça veut dire soit réduire la quantité, soit avoir un sommeil qui paraît continu pour le dormeur, mais qui est émaillé de brefs réveils, qu'on appelle micro-éveils, et qui interrompent ce processus en cours de mémorisation. Et ces micro-éveils ne sont pas perçus par le dormeur. C'est une spécificité du sommeil, on rentre dans le champ de Lionel, de perte de conscience. Du coup, la personne ne va rapporter de sa nuit que le sentiment qu'elle a récupéré ou pas, ou
qu'elle a mal à la tête le matin, ou parfois qu'elle a été urinée 3-4 fois dans la nuit, et que ça c'est pas normal, ou qu'elle est fatiguée dans la journée. Mais ce qui s'est passé réellement dans sa nuit, finalement, elle n'en a pas une conscience personnelle. C'est là où les laboratoires de sommeil interviennent, pour voir ce qui se passe. Mais on a appris récemment qu'au Moyen-Âge, on dormait en 2 fois, par exemple. Est-ce que dormir en 2 fois, c'est une bonne méthode? C'est une méthode, je dirais, qui apporte un sommeil de moindre qualité qu'aujourd'hui? Ou est-ce que c'est indifférent, finalement, Isabelle Arnulf? Le sommeil en 2 morceaux, pas particulièrement. Donc il faut savoir qu'au Moyen-Âge, les gens, d'ailleurs, étaient principalement des agriculteurs, et puis ils allaient se coucher tôt, vers 19h, à la tombée du jour. Ça coûtait cher de s'éclairer, et ils se réveillaient avec le jour. Et en période, par exemple, actuelle, vous avez un peu plus de 12 heures d'écart entre la tombée de la nuit et le lever du jour. Les enfants les dormaient les 12 heures, mais les adultes non. Il faut 7-8 heures. Et donc, une fois endormis, ils avaient souvent un réveil au bout de 2 cycles de sommeil, c'est-à-dire à peu près 3 heures, et se restaient réveillés 1h30 à 3 heures, puis se rendormaient sur un deuxième bout de sommeil. Et ce milieu de la nuit, ce creux de la nuit où ils étaient particulièrement vigilants, parce que les 2 premiers cycles de sommeil sont très récupérateurs, et on appelait cette période-là la dorveille. Donc les personnes conversaient entre elles, allaient faire le feu, prier, et donc ce sommeil particulier a disparu avec l'arrivée de l'électricité et de l'éclairage, où les personnes se sont couchées plus tard et ont rabouté les 2 morceaux, ce qui fait qu'à partir du fin du 19e siècle, on considère que le sommeil doit être continu, monolithique. C'est pas le cas chez une partie des individus qui continuent à avoir ces réveils de milieu de nuit, et donc on essaye de les rassurer en disant qu'ils ont un sommeil médiéval, ils ont une Et c'est tout aussi réparateur qu'un sommeil moderne? Pourvu qu'il y ait au total les 7 heures de sommeil, oui, pourquoi pas. On a pu étudier nous-mêmes les moines des moines particuliers qui gardent cet horaire-là et qui se réveillent à 3h30. Qui se réveillent à minuit pour les matines, ce qu'on appelle les matines, qui se rendorment à 3h et qui vont prier une partie de la nuit parce qu'ils pensent que la nuit est un moment de contact divin plus important, de réflexion, et qui sont en pleine forme dans la journée. Vous en parlez dans Une fenêtre sur les rêves. Neurologie et pathologie du sommeil. On se retrouve dans une vingtaine de minutes avec vous, Isabelle Arnulf. Et maintenant, nous allons écouter Lionel Nakache, mais cette fois-ci, le chroniqueur. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et oui, je le rappelle, aujourd'hui, c'est la journée internationale du sommeil. Alors, c'est peut-être une triste journée pour ceux qui ont mal dormi cette nuit, mais en tout cas, ça vous fait du travail en plus. Isabelle Arnulf, vous êtes neurologue, chef du service des pathologies du sommeil à la Pitié-Salpêtrière à Paris, et on vous doit Une fenêtre sur les rêves, neurologie et pathologie du sommeil chez Odile Jacob. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose qui a beaucoup fait réagir en régie. Vous avez dit il faut dormir 7 heures par nuit ou par jour d'ailleurs, c'est indifférent, dormir le jour, la nuit, c'est la quantité qui compte, Isabelle Arnulf? Oui, c'est la quantité qui compte d'abord. C'est-à-dire que si une personne dort en 2 morceaux, comme faisaient les moines ou comme font les boulangers, par exemple de dormir 5 heures un bout et puis 2 heures sur une grosse sieste, on arrive au même bénéfice du sommeil. Et lorsque l'on évoque ces 7 heures, est-ce qu'on a une idée sur les raisons pour lesquelles ces 7 heures, les processus que vous évoquiez il y a quelques minutes dans l'émission, consolidation de la mémoire, diminution de l'activité physiologique, pourquoi faut-il 7 heures pour se livrer à ces différentes opérations ? On ne sait pas en détail, mais il y a tout un petit ballet nocturne qui se fait comme un orchestre, en faisant jouer certaines parties du cerveau, puis d'autres. Pourquoi c'est séquencé, ça on ne sait pas. Pourquoi il y a d'abord le sommeil lent, puis le sommeil paradoxal. Une des hypothèses est que ça soit un peu comme la cuisson d'un bon pain. Vous avez une partie qui sert à consolider la mémoire, et puis une fois que c'est fait, vous pouvez vous occuper de la régulation émotionnelle, dont on pense que c'est une fonction, par exemple, plus du sommeil paradoxal. Être du matin, être du soir, ça existe ? Alors il y a des sujets du matin et des sujets du soir, il y a un fort déterminisme familial, et les sujets du matin vont se réveiller sans souci très tôt comme vous, et par contre
tombée de sommeil en début de soirée, les sujets du soir vont avoir du mal à se coucher avant minuit et du mal à se lever le matin. C'est un système génétique qui a été plutôt bien étudié, qui est donc à l'origine de plusieurs prix Nobel ces dernières années. On peut évidemment aller contre son chronotype, on appelle ça son chronotype, mais on va le payer souvent par une dette de sommeil. Ce chronotype, il est lié justement, donc vous l'expliquez, à des déterminismes génétiques, mais est-ce que l'on comprend mieux pourquoi ces déterminismes nous typent autant en étant du matin ou du soir ? On peut, il y a un petit peu de plasticité dans le sommeil. On peut aller contre le fait d'être un court dormeur ou long dormeur ou moyen dormeur ou d'être du soir, du matin ou neutre. Ça fait 9 types à peu près. Mais pas trop longtemps, en fait. C'est-à-dire que si vous mettez en travail du matin chez vous quelqu'un du soir, il va pas être adapté et assez vite, il va se désadapter avec un sommeil qui est plus consolidé, l'incapacité de faire la sieste au bon moment. Et donc il faut être assez attentif quand on a des travailleurs avec soi à leur chronotype, même si temporellement, quand on va faire un voyage vers l'étranger, on peut provisoirement s'adapter. Mais sur le long terme, non. Ça veut dire que la notion de dette de sommeil, elle n'est pas seulement métaphorique, Isabelle Arnulf ? Non, il y a vraiment une dette, un petit peu comme si on accumulait ça dans un sablier, qui a un effet immédiat avec le côté je fonctionne pas bien, je m'endors brutalement, surtout d'abord dans des conditions routinières. Évidemment, si vous êtes en train de faire une émission, l'énergie, la motivation va suffire à passer au-dessus de la dette. Mais dès que vous allez être en repos ou dans des trucs très routiniers comme la conduite automobile, ce qui pose souci, là, on peut louper un feu, on peut pas freiner au bon moment et faire de l'accidentologie. Et puis sur le long terme, il y a une accumulation de petites dettes chroniques, juste la demi-heure ou l'heure qui manque en semaine, qui est partiellement mais pas complètement récupérée le week-end, et qui donne à terme des personnes qui ont une moins bonne santé mentale, une moins bonne santé physique, avec plus de dépression, plus d'obésité, plus d'hypertension, plus de diabète, et donc des conséquences physiques et mentales importantes. Et là aussi, est-ce qu'on comprend pourquoi la dette de sommeil crée de la dépression ? On le comprend indirectement par les fonctions qu'on connaît maintenant de mieux en mieux du sommeil. On sait que imaginez que vous recevez un mail très désagréable avec des points d'exclamation, des caractères gras. Je pense que vous l'avez tous reçu clairement. Si vous répondez immédiatement, vous allez faire une réponse sur le même niveau émotionnel, agressif du mail. Si vous dormez dessus, le lendemain matin, vous avez plus de chances de faire une réponse rationnelle et moins émotionnelle. Ce jeu entre raison et émotion semble se passer pendant le sommeil. Il a bien été. On sait que c'est le sommeil qui fait ça. Après, ce qui se passe exactement dans le cerveau, qui permet de passer, de digérer en fait cette agressivité, on ne le sait pas, mais on pense que ça arrive pendant les phases de rêve, en particulier parce qu'elles sont extrêmement riches en émotions. Et on pense que c'est un théâtre mental dans lequel on revoit l'auteur du mail, on lui dit ce qu'on a à lui dire, et une fois que c'est fait, l'émotion est rangée au bon endroit et on peut passer à des choses un peu plus rationnelles. Et le lien, cette fois-ci, entre le sommeil, ou plutôt le manque de sommeil, et les troubles physiologiques que vous évoquiez, l'hypertension, l'obésité. Le sommeil, il y a un moment où, en plus de tout ce balai cérébral, il y a tout un balai d'hormones dans le corps qui vont permettre de faire plus de réserves, par exemple, de glycogène, et de réguler l'insuline, l'hypocrétine, la leptine, toutes sortes d'hormones. Si on empiète dessus, on va très rapidement, avec de la dette, produire de la faim, et les gens vont manger. Et manger des nourritures plus hédoniques, c'est-à-dire pas le poulet salade, plutôt les snacks, les chips, les Mars, et donc des choses qui vont avoir tendance à faire grossir les personnes. C'est aussi un moment de repos du système cardiovasculaire où la tension artérielle va chuter, la fréquence cardiaque va chuter. Si cette fenêtre de protection n'est pas faite régulièrement sur 24 heures, il va y avoir une sorte de désadaptation avec cette tension artérielle de la journée qui va plus chuter et qui va à un moment s'installer jour et nuit. Isabelle Arnulf, vous dirigez le service de pathologie du sommeil de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Alors aujourd'hui, c'est la journée internationale du sommeil et il y a beaucoup de nos camarades auditeurs qui sont insomniaques. Qu'est-ce que l'on peut aujourd'hui proposer aux insomniaques ?
La première chose, c'est de faire régulièrement de l'activité physique. On a placé cette journée sous le thème du sport à cause des Jeux Olympiques. L'activité physique favorise le sommeil de plein de manières différentes. En particulier, elle va faire fabriquer un sommeil plus profond, plus lent. Les personnes vont être moins obèses et donc moins faire d'apnée la nuit, moins ronfler et du coup avoir un sommeil plus continu. Mais elle peut aussi partiellement remplacer la dette de sommeil. Autrement dit, et ça a été bien montré, vous faites 30 minutes de sport, ça vous fait économiser à peu près l'équivalent en sommeil. Donc, y compris au niveau de la mémorisation, ça c'est des travaux tout récents. Si avant de faire un apprentissage, vous faites vos 30 minutes de vélo et puis que vous ne dormez que 5 ou 6 heures au lieu de vos 7 heures habituelles, la consolidation mnésique va être aussi bonne que les 7 heures. Donc on voit qu'il y a une forte interaction entre l'activité physique et le sommeil. Et donc, c'est un premier conseil. Le deuxième conseil, c'est évidemment de ne pas aller sur les écrans. Ça, je crois que tous les insomniaques le savent. Les écrans de téléphone et d'ordinateur contiennent des LED bleues qui bloquent la mélatonine et donc qui sont comme l'équivalent d'un plein jour de soleil. Ça dit au cerveau, il faut que tu te réveilles et pas il faut que tu dormes. Et donc, on va utiliser plutôt la nuit ou au coucher des lumières rouges, un peu comme il y a dans les laboratoires photo, qui permettent de pas bloquer la mélatonine et du coup de pouvoir s'endormir facilement si on a un petit réveil la nuit, ce qui peut arriver à tout le monde. Et voilà, c'est des conseils simples, dormir au frais, etc. Mais même sans être insomniaque, il y a de plus en plus d'études qui convergent pour dire que les Français dorment de moins en moins, que les adolescents dorment de moins en moins. C'est en partie lié à ce que vous évoquiez, par exemple, les écrans qui empiètent de plus en plus sur le sommeil. Est-ce que vous êtes inquiète en tant que médecin, en tant que responsable donc de ce centre des pathologies du sommeil ? Oui, je suis tout à fait inquiète parce que ce sont des cerveaux en développement, les enfants, les jeunes adultes, les adolescents. Et cette idée que c'est du temps perdu le sommeil, alors qu'ils sont en train de changer toute leur plasticité cérébrale, de se développer la nuit aussi. Ils grandissent aussi pendant le sommeil. Hein. C'est le moment où on fait du muscle et de l'os et où on perd du gras. Tout ça avec ce raccourcissement qui devient exponentiel quand même. On savait déjà dans les années 80 que les gens dormaient un peu moins qu'avant, mais ces dernières années, on est passé en dessous de 7 heures en moyenne dans la population, avec des enfants qui se couchent plus ou qui sont sur leurs écrans le soir ou la nuit ou sur Netflix, et on augmente l'irritabilité, les troubles attentionnels en classe, tout ce qui va faire l'apprentissage. Et c'est des personnes en plein apprentissage. L'obésité juvénile augmente aussi. Donc il y a un vrai effort à faire pour les coucher plus tôt ou pour mieux les adapter, puisque les adolescents vont avoir besoin de plus de sommeil et de se lever un peu plus tard. Oui, ça c'est un phénomène qu'on constate. L'adolescent en captivité se lève effectivement à des heures largement tardives. Mais un certain nombre de pays ont acquis cette idée et ont proposé qu'à partir du lycée, on vienne 1 heure plus tard à l'école. L'Australie le fait, une partie des États américains, et ils ont immédiatement augmenté les notes et les performances scolaires. Donc il y a une vraie utilité à bien caler le sommeil sur les rythmes, à caler les rythmes scolaires sur les rythmes des personnes. Mais j'imagine qu'un enfant, alors à tous les âges de l'enfance, d'ailleurs on ne doit peut-être pas dormir la même quantité, mais un enfant, vous conseillez aux différents âges de la vie qu'il dorme combien de temps, combien d'heures, Isabelle Arnulf ? Alors le bébé dort entre 15 et 18 heures. On peut retenir à 10 heures à 10 ans. Et puis 9 heures ensuite, et assez longtemps, 8-9 heures. Et c'est finalement à l'âge adulte consolidé, où le corps est formé, le cerveau est formé, qu'on peut passer à 7-8 heures. Mais il faut vraiment que les enfants essayent de dormir un peu plus, et que les parents soient vigilants, suppriment les écrans de la chambre. Et plus on avance en âge, plus on a la sensation d'avoir besoin de moins de sommeil, plus on se réveille tôt, non ? Il existe effectivement plusieurs changements avec l'âge. Les personnes se réveillent plus tôt, les adolescents feraient volontiers des grasses matinées jusqu'à midi.
C'est plus difficile en prenant de l'âge, quoique à la retraite, les personnes dorment souvent 1 heure de plus, probablement avec la baisse de la charge mentale. Mais en vieillissant, effectivement, les personnes âgées se lèvent plus tôt, le sommeil est moins consolidé et il y a plus volontiers le retour d'une sieste. Pas très longue, mais qu'on conseille vraiment, dès que les personnes peuvent le faire. La sieste, c'est quelque chose de très utile et dont on s'est rendu compte ces dernières années qu'elle avait aussi des effets cognitifs importants en fonction de sa durée. Alors là, il y a la longue sieste royale d'1 heure et demie qui va permettre, elle, de consolider ce n'est pas mauvais. de la mémoire, pas du tout. Et Parce qu'on a- il y a un peu on a- d'inertie en sortant, ça va être un peu plus long d'en sortir. Jean-Lémarie redresse ses oreilles. La sieste courte de 15-20 minutes qui, elle, a un rafraîchissement immédiat du cerveau, un rafraîchissement très clair, mais qui a peu d'effets cognitifs. Et ces dernières années, on a travaillé sur la micro-sieste qui dure 1 minute en utilisant la technique d'Edison qui a trouvé plein de choses. C'était un grand chercheur qui a trouvé l'ampoule électrique. Et il dormait peu, mais il se mettait dans son fauteuil avec une boule de métal dans chaque main. Et au moment où la boule tombait sur le sol, il se réveillait, probablement parce qu'il était juste dans la phase d'endormissement, et il notait tout de suite ses idées. Ces idées qu'on a juste à la transition entre la veille et le sommeil. Et c'était anecdotique, Dali faisait pareil pour avoir des idées avec une cuillère, lui, de beaux tableaux. On s'est rendu compte en faisant passer des questions, des équations à des personnes, et puis en les laissant ensuite faire avec une bouteille pour le coup ces micro-sommeils, que 1 seule minute de sommeil, et c'est du sommeil très léger d'endormissement, permettait de multiplier par 3 les chances de trouver la clé, la solution d'un problème. Et on pense que cet état intermédiaire entre la veille et le sommeil, si les gens s'endormaient complètement, ils perdaient la solution. Il fallait vraiment attraper cet état qui est entre la concentration de l'éveil et puis l'imagination du sommeil. Et en même temps, se réveiller vite pour retenir la bonne idée. Il y a une fenêtre juste à l'endormissement qui est extrêmement propice aux découvertes, à la créativité et qui s'accompagne souvent d'images. C'est pas des rêves dans lesquels on est immersif, scénarisé, mais c'est plutôt des successions qu'on appelle d'imagerie hypnagogique, d'images et de sons, qui ont l'air extrêmement propices pour des découvertes. Donc voilà un petit truc simple à essayer. Alors donc ça c'est la micro-sieste et la maxi-sieste, il ne faut pas en avoir peur, Isabelle Arnulf. Alors si vous avez dormi que 5 heures la nuit, non, il ne faut pas en avoir peur. Si vous avez dormi 7 heures, essayez de privilégier des siestes sans inertie, c'est-à-dire de 15-20 minutes. Jean-Lémarie, ça vous... Ah ben, il faut qu'on essaye tout ça. On va essayer ça notamment pour rêver. Vous insistez dans votre livre, Isabelle Arnulf, sur le rêve. Là aussi, de la même façon que le sommeil, est-ce qu'aujourd'hui, car vous décrivez dans votre ouvrage, Isabelle Arnulf, les difficultés qu'il y a à étudier le rêve, d'abord à savoir ce que l'on étudie, est-ce qu'il faut étudier ce qui se passe réellement dans le cerveau, ce dont le dormeur se souvient lorsqu'il se réveille. Vous expliquez qu'il y a différentes manières de se représenter le rêve. Oui, jusqu'à ces dernières années, le rêve était un souvenir, et un souvenir très évanescent, puisqu'on pense qu'on oublie 99% de nos rêves. Et grâce à différents états sur lesquels nous travaillons, on a essayé d'attraper le rêve à sa source, au moment où il se produit, pendant le sommeil. Et ces différents états sont, par exemple, tous les comportements que certains peuvent avoir pendant le sommeil. On connaît tous des personnes qui parlent en dormant, et rien que d'étudier ce que le langage des somniloques nous a occupé des années. C'est un langage plutôt préoccupé, la personne laisse une place pour la réponse, les tours de parole sont respectés. Donc il y a une espèce de fonctionnement du cerveau qui est assez proche de celui de l'éveil, sauf que c'est plus préoccupé, plus vulgaire. Et puis on s'est intéressé ensuite aux états pendant lesquels les personnes ne sont pas paralysées dans la phase de sommeil paradoxal. Et ces personnes qui consultent parce qu'elles s'agitent, elles crient dans leur sommeil, elles donnent des coups de poing, y compris au conjoint dans le lit, et donc c'est à l'origine de blessures. Et c'est là qu'on se rend compte comme c'est utile d'être paralysé en sommeil paradoxal, et quand on les réveille, ce qu'elles faisaient à ce moment-là dans le lit correspond rétrospectivement au scénario du rêve.
on a des scénarios extraordinaires dans la phase paradoxale. J'avais une vache dans ma cuisine et je la poussais par la porte avec difficulté parce qu'elle passait pas bien. Et dans la réalité, je poussais ma femme au bord du lit et je l'ai fait tomber. Et donc il y a un isomorphisme entre ce à quoi la personne se rêvait, en tout cas s'en souvient après, et ce qu'on a vu comme comportement. Donc c'est un modèle assez fort qui nous a permis de comprendre, par exemple, à quelle vitesse on rêvait, puisqu'il y avait beaucoup cette croyance que les rêves étaient plus rapides que la pensée d'éveil. Pas du tout. Les paroles respectent les tours, ne sont pas accélérées. Les mouvements, on a un patient qui a construit un escalier dans son sommeil, un ancien menuisier, il le fait à la vitesse normale. Il y en a un autre qui fumait une cigarette à la vitesse normale. Sauf que c'est des mimes Marceau qu'on voit la nuit comme ça et qui nous ont permis de résoudre un certain nombre de questions. Est-ce que tout le monde rêve, même ceux qui se rappellent, qui ne rêvent pas? Et donc on s'est rendu compte que voilà, les personnes qui avaient beaucoup de comportements et aucun souvenir de rêve après, et donc tout le monde rêve mais ne s'en souvient pas. C'était notre premier modèle. Et notre deuxième modèle, c'était le rêve lucide, qui inversement, les personnes dorment, et ça arrive dans la population générale, dorment normalement, mais de temps en temps, et ça vous est peut-être arrivé, réalisent qu'elles sont en train de rêver. La plupart des gens, ça les réveille. 1 personne sur 2 a fait cette expérience. Certaines personnes arrivent à rester dans le rêve, soit à l'observer comme un spectateur, soit à en redevenir un peu plus le scénariste. Alors on ne change pas complètement l'histoire, mais on peut changer des personnages. Et donc ce rêve lucide était une expérience intérieure, intéressante, partagée par une partie de la population, mais n'était pas utile aux chercheurs, jusqu'à ce que Steve Laberge, dans les années 70, ait l'idée de dire, si vous êtes en train de rêver, et que vous le savez, que vous êtes en train de rêver, essayez de faire un code oculaire, regardez à gauche et à droite 2 fois, une pause à gauche à droite 2 fois. Le corps est complètement paralysé, mais pas les mouvements oculaires, et tout d'un coup, ce signal, ce code, ce télégramme est apparu. Et à partir de ce moment-là, nous, les chercheurs, on a essayé de confier des missions à nos rêveurs lucides, qui sont nos agents infiltrés dans le rêve, et en disant, bah voilà, si tu sais que tu es en train de rêver, essaye de faire apparaître une piscine, puisque tu es capable d'un peu de scénario sur ton rêve, et de plonger dedans, mais tu nous fais le signal avant et après avoir plongé dans la piscine. On a donc un marqueur temporel d'une action qui a été prédécidée avant de dormir. Et là, évidemment, à notre grand plaisir, on a vu apparaître des apnées, puisque ça, c'est quelque chose qu'on sait mesurer. Et ce modèle peut maintenant être utilisé pour avoir des interventions en direct sur les rêves. Nous avons demandé à nos rêveurs de nous informer sur les émotions qu'ils ressentaient, en particulier avec des petits sourires ou des petits froncements, ce qui nous a permis tout récemment de montrer que les émotions sont extrêmement rapides et alternent très vite du positif au négatif pendant la phase paradoxale, ce qui va bien avec l'idée d'un traitement émotionnel pendant la phase paradoxale. Mais Isabelle Arnulf, vous rappelez dans votre ouvrage Une fenêtre sur les rêves aux éditions Odile Jacob qu'il y a des rêves récurrents. Alors il y a par exemple perdre ses dents, il y a des choses que l'on fait souvent dans les rêves, voler, là aussi vous faites une typologie, et puis au contraire des choses qu'on ne fait pas, lire par exemple, même François Angelier ne lit pas dans ses rêves parce que c'est quelque chose de très difficile à faire. Je dis ça parce que François Angelier est en train de se mettre en place. Isabelle Arnulf, est-ce qu'on comprend pourquoi il y a ces typologies d'action dans les rêves ? On comprend certaines choses. Alors la perte des dents et le vol, c'est beaucoup rapporté le matin parce que c'est un petit peu extraordinaire. Si on fait des manques de rêves systématiques et qu'on compte et qu'on classe, c'est finalement relativement rare. Comme l'activité sexuelle, c'est pas si fréquent que ça. En tout cas, ça va pas être le siège principal. Inversement, ne pas pouvoir lire ou déchiffrer des codes, alors qu'on le fait toute la journée, semble lié à une conformation du cerveau un petit peu différente. Il y a une suractivation des régions émotionnelles et des images pendant la phase paradoxale, et inversement, il y a une moindre activation de certaines régions qui sont plus complexes, qui permettent de lire, compter, ou à nos moines de prier. Ils prient très peu en rêve. Par contre, les gens rigolent et pleurent beaucoup dans leurs rêves. Et les personnes qui sont malades, qui ont par exemple une maladie de Parkinson, dans leurs rêves, comment tout cela se déroule-t-il, Isabelle Arnulf ? La maladie de Parkinson est particulière parce que justement ces agitations propres au sommeil paradoxal
Je ne parle pas des somnambules qui sont des gens jeunes, mais après 50 ans, les personnes qui commencent à crier, insulter, donner des coups de poing, étrangler le conjoint, tomber du lit, ont un trouble de la régulation du sommeil paradoxal qui est annonciateur de la maladie de Parkinson. On voit ça apparaître 5 à 10 ans avant, et donc on les suit comme du lait sur le feu avec toutes sortes d'études actuellement. Mais une fois endormis, et une fois que la maladie de Parkinson est apparue, ces comportements nocturnes continuent par perte du verrou qui nous paralyse en sommeil paradoxal. Et une autre grande surprise, quelqu'un qui est extrêmement ralenti, qui a du mal à parler dans la journée à cause de sa maladie de Parkinson, ne l'est plus quand il rêve dans le lit et donc peut avoir une voix forte, une absence de tremblement, comme si le circuit normal de la motricité était rétabli. C'est vrai pour le Parkinson, les amputés sont entiers pendant leur rêve, donc il y a probablement un corps de rêve et un circuit du corps de rêve qui est légèrement différent de celui de l'éveil. On retrouve tout cela dans l'ouvrage passionnant que vous avez publié, Isabelle Arnulf, Une fenêtre sur les rêves, neurologie et pathologie du sommeil, paru chez Odile Jacob. Et alors donc on a retenu 7 heures, mais on a la possibilité de faire une sieste. Jean Lémarie, vous savez ce qu'il nous reste à faire. Merci de nous avoir accompagnés, Isabelle Arnulf, 8h44 sur France Culture.